première prise de parole. En fait, aujourd'hui, nous fêtons, en tout cas ce week-end, nous fêtons les 1 an des Gilets jaunes, qui ont donc démarré le 17 novembre de l'année dernière. Je me tourne vers vous, François Boulot, puisque vous êtes celui qui connaissait le mieux ce mouvement ici et qui avait été le plus partie prenante. Est-ce que les Gilets jaunes ont été une forme de tentative du peuple de reprendre en main son destin, selon vous? Non. Moi, je voulais faire un commentaire sur le titre, en fait. C'est les moyens de la reconquête de la souveraineté populaire, qui est un peu provocateur, parce que moi, quand je parle à mes amis, ils me disent qu'on est en démocratie. Donc, ça voudrait dire qu'en principe, la souveraineté, elle appartient au peuple. Il y a des élections. À chaque fois, c'est ce qu'on nous a répété sur les plateaux. On me dit Macron, il a été élu, donc on ne comprend pas pourquoi vous vous plaignez. Alors, on se plaint déjà parce qu'en fait, il y a une donnée simple, c'est que les conditions de déroulement de l'élection de 2017, elles ont été un petit peu particulières. Macron, il a été un petit peu poussé dans le dos par les médias. On a bien vu que c'était le chouchou. Et ce qui fait qu'il n'a pas de majorité. Il est très loin d'avoir une majorité dans le peuple aujourd'hui pour mener une politique, sa politique. Et mon maître à penser, qui est aussi celui d'Emmanuel Macron, c'est Jacques Attali. Et il nous explique qu'en fait, au moins, il est assez clair. Il dit, mais en fait, vous n'avez pas compris. Il y a la démocratie et à côté, il y a le progrès. Donc là, vous comprenez le progressisme selon Emmanuel Macron, ça n'a rien à voir avec la démocratie. Et c'est logique, puisqu'en fait, les élites savent mieux que le peuple ce qui est bon pour lui. Donc je ne comprends même pas pourquoi vous essayez de vous intéresser donc à la souveraineté du peuple. Parce que vous n'êtes pas en mesure, vous n'êtes pas en capacité de répondre à ces questions-là. Bon. Et les Gilets jaunes, eux, avant de se poser cette réflexion, ils partent de la taxe sur le carburant. Bon. Ils partent de l'injustice fiscale. Et 15 jours après, émerge le référendum d'initiative citoyenne. Pourquoi je fais ce processus? C'est parce que vous voyez que les gens sont enfermés dans le fait qu'on est en démocratie, donc il n'y a pas de question à se poser. Et puis de toute façon, il y a la dette, il y a trop de fonctionnaires, il y a trop de charges, les ultra-riches ne peuvent pas payer les impôts comme les autres. Bref, vous avez de toute façon une réalité économique qui est indépassable, donc pourquoi se poser des questions? Et c'est tout ce travail que les Gilets jaunes, en fait, ont fait, spontanément, en surgissant sur les ronds-points parce que taxe sur le carburant, ils n'avaient plus les moyens. Au bout de 2 ou 3 jours, on parle de l'injustice fiscale. 15 jours plus tard, arrive le référendum d'initiative citoyenne parce qu'en 15 jours, les gens comprennent, notamment avec les évacuations sur les ronds-points successives, qu'en fait, le pouvoir n'a absolument aucune intention de les écouter. Et donc, ils se disent, mais en fait, pour arriver à ce qu'on veut, c'est-à-dire à avoir une équitable répartition des richesses, on va devoir le faire nous-mêmes. Alors évidemment, l'argument qui était systématiquement opposé par les éditorialistes, c'était donc cet argument des élites qui sont bien plus compétentes. Bon. Alors l'argument tout aussi simple à répliquer, il ne résout pas tout. Hein, parce qu'il y a une petite partie de vrai quand même. On n'est pas tout à fait bien formé à la démocratie, au contradictoire, etc. Tout a été fait pour dépolitiser les gens. Mais quand on nous dit qu'on n'a pas la capacité d'intervenir directement dans les institutions, bon, on peut quand même leur répondre, écoutez les gars, ça fait quand même 40 ans que vous êtes aux commandes, vu le résultat, franchement on ne pourra pas faire pire que vous, quoi. Hein. Donc écoutez, on va quand même en prendre un peu du pouvoir, et donc est né le référendum d'initiative citoyenne. C'est une idée, c'est l'idée que le peuple par lui-même et par lui seul va pouvoir déclencher des référendums. Bon. Le but n'est pas d'être dans une démocratie directe absolue. Dans un pays de 66 millions d'habitants, ce n'est pas le sujet, c'est évidemment infaisable. Mais le but est d'avoir un moyen de pression, une épée de Damoclès qui puisse peser sur nos représentants pour qu'au moins ils cessent de trahir l'intérêt général. Parce que c'est de ça dont on parle aujourd'hui, c'est de gouvernants qui manifestement poursuivent aujourd'hui des intérêts particuliers et non plus l'intérêt général. Et donc il va falloir s'appliquer à politiser les gens. J'essaie déjà de répondre à la question très rapidement, mais il faut absolument politiser les gens par un processus constituant, mais que moi j'entends largement. C'est-à-dire qu'il faut aller parler au départ aux conditions de vie des gens, sur les impôts, sur les conditions de travail dans les entreprises ou dans les services publics, pour les attirer, les intéresser, et puis ensuite
ils y viennent naturellement aux questions de démocratique, de fonctionnement, aux questions démocratiques, aux questions de fonctionnement des institutions. Et le référendum d'initiative citoyenne, je pense que c'est vraiment la meilleure clé d'entrée, plus que la 6e République, parce que je pense qu'il y a un débat qui n'est pas du tout tranché aujourd'hui. Il n'y a pas du tout de majorité claire, je pense, pour une 6e République. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont même attachés à l'esprit de la 5e République. C'est d'ailleurs, à titre personnel, mon cas. Donc, plutôt la 5e de 62 que celle d'aujourd'hui avec le quinquennat, etc., qui a tout déséquilibré. Mais en revanche, il y avait effectivement un péché originel, c'est que De Gaulle avait instauré un esprit de la 5e, et donc il y a un pouvoir extrêmement fort au président, mais qui était la contrepartie d'un vote au suffrage universel et un soutien majoritaire dans le peuple. De Gaulle, il avait fait, alors je ne sais plus quel était ce référendum, mais il avait fait 47% des votes exprimés. Et il était meurtri par ça, en fait. Il avait eu la majorité, mais il avait fait que 47 de votes exprimés. Donc du coup, certes, il avait gagné, mais il n'avait pas la majorité de l'ensemble du corps électoral. Bon. Donc c'est vous dire à quel point, dans son esprit, il y avait une corrélation évidente entre ce pouvoir fort et un soutien majoritaire dans l'ensemble du corps électoral. Et quand il a été mis en minorité, il est parti. Bon. Le seul problème, c'est qu'il avait oublié de mettre dans la Constitution le mécanisme institutionnel qui permettait de garantir ça. Parce qu'on a Chirac qui, évidemment, perd en 2005, qui part pas. Sarkozy qui nous met derrière le traité de Lisbonne. Et puis maintenant, on n'est plus du tout consulté. Hein, parce que comme ça, c'est plus simple. On va quand même arrêter de demander votre avis. Parce que quand on vous le demande, vous répondez... Ah oui, vous répondez faux. C'est ça, vous ne répondez pas bien à la question. Donc on arrête de vous la poser. Donc il faut absolument avoir ce cheminement, je pense, pour politiser les gens, partir de leurs préoccupations concrètes pour arriver ensuite aux questions démocratiques. Et après, en tout état de cause, pour l'instant en tout cas, je pense qu'on est évidemment extrêmement éloigné d'une possibilité de révolution, je dirais, de type insurrectionnel, de prise du pouvoir par la rue, entre guillemets, d'une manière ou d'une autre. Et donc, l'échéance, c'est 2022, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir prendre le pouvoir, et ce sera par l'article 11 qu'on pourra, de la Constitution, par un référendum, qu'on pourra imposer un renouvellement des institutions. Et je pense que le RIC est donc la bonne clé d'entrée, parce que ça permet d'écarter le débat 5e ou 6e République, mais à partir du moment où vous posez les questions sur le référendum d'initiative citoyenne, toutes les questions essentielles viennent dans le débat. Parce que le RIC, ce ne sera pas seulement la question du nombre de signatures pour déclencher le référendum. Si vous posez seulement cette question, vous pouvez être sûr que vous n'avez toujours pas repris le pouvoir. Vous allez devoir notamment vous poser la question des médias. Comment je fais pour arriver à faire connaître mes propositions de référendum ? Puis une fois que même le référendum va être proposé au peuple, comment on fait pour s'assurer qu'il y a un débat contradictoire ? Parce que évidemment, les médias feront tout pour faire voter les gens contre leurs intérêts. Donc, notamment dans la discussion du RIC, il y aura un renouvellement, une réflexion profonde à mener, notamment sur les médias. Donc je pense que c'est la bonne clé d'entrée pour politiser les gens et se poser la question du renouveau démocratique de nos institutions. Et je pense que voilà, j'ai largement dépassé mon temps déjà. C'est pas grave. Voilà. Alors, Manon Le Breton, vous êtes membre des constituants qui a pour objectif la reconquête de la souveraineté du peuple par lui-même. Est-ce que vous partagez cette idée que le RIC, à lui tout seul, permet cette reconquête plus qu'une constituante et donc qu'une nouvelle république ? Et est-ce que vous pensez que les mouvements sociaux, à l'instar des Gilets jaunes, sont une bonne manière un peu d'imposer ce rapport de force vers une reconquête populaire ? Bonjour d'abord. Oui, alors moi je suis assez d'accord avec beaucoup de ce que tu viens de dire, François. Je travaille donc après avoir milité dans un parti traditionnel, puis dans le mouvement donc la France Insoumise. Je suis maintenant dans une démarche qui se situe complètement en dehors du processus institutionnel et électoral. Donc.
Il me semble que dans cette question-là qui nous est posée, il faut qu'on mette le doigt sur quelque chose qui prête souvent à confusion, en particulier dans ce qu'on peut appeler, enfin ce qu'on a appelé tout à l'heure la famille souverainiste, ce qui peut prêter à des malentendus. Il me semble que la question ne doit pas seulement être de quels sont nos adversaires. En réalité, voilà, on peut dire que d'une certaine façon, la démarche souverainiste, dans toutes les nuances qu'on peut lui connaître, va généralement identifier des adversaires qui sont des adversaires de cette souveraineté, donc de la démocratie, et vont se demander comment s'opposer à ces adversaires. Alors ça peut être l'Union européenne, évidemment, c'est la monarchie républicaine de la Ve République, ce sera les médias, la finance, évidemment, enfin voilà. Et selon les adversaires qu'on aura identifiés, on va décliner les moyens de s'opposer à eux pour reconquérir cette souveraineté. Il me semble que ce qu'il faut toujours garder à l'esprit, c'est justement quand on parle de souveraineté, si on l'associe à ce qualificatif de populaire, ça doit rester quelque chose d'absolument central dans la réflexion. Autrement dit, la question n'est pas seulement quel est le programme, par exemple, de sortie de l'Union européenne auquel on va se rallier, auquel le peuple doit se rallier pour reprendre la main, mais avant ça, évidemment, comment est-ce qu'il doit reprendre la main, et je dirais même comment est-ce que ce peuple se refonde et se reconstitue pour être en mesure d'imposer ce rapport de force dont on parle, mais dont personne, évidemment, ici, pas plus à République souveraine qu'à la France insoumise, personne n'a la clé de savoir comment est-ce qu'on arrive dans les instances de pouvoir, dans le cadre institutionnel, en position de force pour sortir de l'Europe, sortir de la Ve République, que sais-je encore. Donc voilà, c'est cette question-là de qu'est-ce qui fonde le peuple, qu'est-ce qui fait que le peuple est peuple, au fond, qui est, à mon avis, à envisager finalement comme à la source de toutes ces questions démocratiques dont on parle là. Et le processus qui s'est donné à voir dans les Gilets jaunes, c'est évidemment, et tu l'as dit, c'est en soi un processus constituant. C'est-à-dire que, c'est devenu une tarte à la crème, mais il est clair que ce qui, au départ, s'opposait à un point très précis qui était cette taxe sur les carburants, est devenu très vite force de proposition et un mouvement populaire large qui était en même temps une prise de conscience du peuple par lui-même qu'il était peuple et donc qu'il pouvait et qu'il devait reprendre la main pour exercer ses responsabilités qu'on lui conteste depuis des années au nom de la mondialisation, de tout ce pouvoir technocrates, de spécialistes qui nous expliquent à longueur de temps que l'économie, vous comprenez, c'est une science bien trop complexe pour que monsieur et madame tout le monde, et a fortiori monsieur et madame Gilets jaunes, s'en mêlent. Et donc, il faut les laisser faire, comme tu disais, François. La question, c'est à quel moment le peuple se réempare, y compris de ça, et considère qu'aucune question qui préside à son destin ne peut lui être étrangère. C'est ça le processus constituant. Et ce à quoi on travaille dans les constituants, dont tu as parlé, Kevin, ça n'est pas là non plus. On ne se situe pas dans cette démarche qui serait de dire l'ennemi, c'est le monarque de la Ve République, donc il faut passer à la Sixième République, et donc il faut instaurer une assemblée constituante. Ce qui serait en réalité une nouvelle façon de déléguer le pouvoir à un cadre qui est lui aussi institutionnel. Donc la réflexion doit partir d'une façon de se déprendre totalement de tout ce qui est le cadre institutionnel actuel. Et c'est extrêmement difficile. Je pense que même au sein des Gilets jaunes, c'est quelque chose qui prend du temps, qui ne va pas de soi. Et on a évidemment, pour certains, je dis ça... Moi, je parle en tant que gilet jaune aussi. Je suis à Castelnaudary, dans l'Aude, et j'ai passé depuis le premier jour beaucoup de temps sur les ronds-points, parfois ici en manifestation, etc. Donc, je parle aussi pour eux, pour le rond-point de Castelnaudary. Mais, pour eux, avec eux, je veux dire, évidemment. Voilà, je pense que
même évidemment dans cet ensemble non constitué des Gilets jaunes, certains espèrent encore qu'on va convaincre Macron que c'est pas comme ça qu'il faut faire et lui expliquer comment faire pour que ce soit plus démocratique. Par exemple, que Macron va finir par démissionner de lui-même ou installer le RIC. Bon, ils sont quand même de moins en moins nombreux. Hein. Mais au départ, il y a quelque chose qui pouvait être comme ça. Aujourd'hui, c'est devenu, on sait bien que la seule façon de sortir de tout ça, c'est de contester au pouvoir ce caractère d'expert et à toutes les sphères de pouvoir, pas seulement Macron, mais évidemment le pouvoir économique, financier, européen, etc. Je veux simplement insister, et on discutera de ça par la suite, sur le fait que moi, je ne suis pas en train de dire la solution est dans une assemblée constituante. Je pense que ça doit être un point d'aboutissement, mais que finalement, les deux questions, c'est comment est-ce qu'on crée ce rapport de force, cette majorité populaire apte à prendre le pouvoir, mais surtout à prendre le pouvoir pour elle-même, par elle-même, et à le garder par la suite. Parce que, évidemment, le risque, c'est toutes les espèces de malentendus qui peuvent exister et qui consistent à dire nous allons voter pour des gens extrêmement soucieux de l'intérêt général et du peuple dans son ensemble, qui n'oubliera personne. Et on sait très bien que, quel qu'il soit, à partir du moment où on aura remis la main à ces gens-là qui se considéreront comme plus compétents et plus experts que le peuple, eh bien, ils finiront, d'une façon ou d'une autre, bon gré mal gré, par faire sécession et par ne défendre plus que des intérêts particuliers. La question, elle est là. Elle est comment, comment on arrive au pouvoir, mais aussi, une fois qu'on y est, on garantit les contre-pouvoirs, les forces de rappel qui vont permettre, y compris en dehors du champ institutionnel, que le pouvoir reste au peuple. Voilà. Merci. Moi, il me semble que si l'oligarchie ou les élites ou la bourgeoisie, on les appelle comme on veut, réussissent aujourd'hui à nous imposer leur calendrier néolibéral, c'est parce qu'ils ont été capables, en fait, eux, de se souder autour d'un projet, d'un homme, donc incarné par Emmanuel Macron et sa formation. À l'inverse, les classes populaires et les classes moyennes qui sont majoritaires, elles sont très divisées quand elles n'entrent pas dans ce que Guy lui appelle un marronnage politique, c'est-à-dire une manière en fait de décrocher un peu du jeu politique. Alors là, je me tourne vers vous, Denis Colin. Finalement, si le peuple n'arrive plus à se prendre en main, est-ce parce qu'il n'a plus d'instance pour le représenter? À une époque, il était en partie représenté par la gauche, par les communistes et pour les classes les plus populaires et par malgré tout le Parti socialiste. Et donc, est-ce que la gauche peut encore se réconcilier avec le peuple, selon vous? Je ne sais pas trop. Je crois que la gauche, ça n'existe plus, donc le problème est à peu près réglé. La gauche, ça a existé. Je sais qu'il y a des gens comme Michéa, par exemple, qui disent en gros, la gauche a toujours été une arnaque. Moi, je ne crois pas. Il y a eu toute une période dans laquelle les revendications sociales contre le capitalisme, les revendications de progrès, les revendications démocratiques trouvaient au sein de la gauche leur expression. Je crois qu'on ne peut pas nier ce qu'a été la gauche, et ça existe encore dans le cœur d'un certain nombre de nos compatriotes, cette idée-là, de retrouver la gauche, refaire la gauche. Mais je pense que c'est une rêverie. La gauche, elle a vécu sur quelque chose qui est important quand même. La gauche, elle s'est constituée au cri de « Vive la nation » en 1789. Et le grand moment dans ce pays, ça a été la première tentative de révolution prolétarienne en France. Ça s'appelle la Commune de Paris. Et ça se fait sur quoi, la Commune de Paris? Sur la défense de la patrie. Parce que les collabos du gouvernement de l'époque avaient décidé d'enlever les canons des fortifs. Et parce qu'ils étaient en train de se mettre d'accord avec l'occupant. C'est ça qui fait. Et là, cette première forme de pouvoir politique, elle est à la fois patriotique et radicalement sociale. Marx dit d'elle, d'ailleurs, c'est la forme enfin trouvée de la République sociale. Et je crois que c'est ça le fond de la question. Et à partir du moment où la gauche, ça a été encore ça, 1945,
Si on regarde ce qu'est le programme du Conseil national de la résistance, les jours heureux, ça s'appelle. Hein, ça nous invite à l'avenir, les jours heureux. Eh bien, ce programme, c'est une sorte de mise à jour de bout d'un programme communiste. Voilà, la sécurité sociale, le droit au congé, le droit à la santé, le droit à l'éducation, qui n'a jamais été poussé jusqu'au bout, mais il y avait le plan Langevin-Wallon, etc., etc. C'était encore ça. Et ça se fait quand? Dans le Conseil national de la résistance. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a plus rien de tout ça. Il n'y a plus rien de tout ça parce que les principaux partis de gauche ont disparu, purement et simplement pour certains, sont en voie de disparition pour d'autres, ou ont radicalement abandonné tout ça. Et qu'est-ce qu'ils ont abandonné, fondamentalement? Ils ont abandonné cette idée de souveraineté nationale. Et à partir du moment où ils ont abandonné la souveraineté nationale, eh bien, tout le reste s'en déduit. Ah, on ne peut rien faire parce que c'est l'Union européenne. On ne peut rien faire. Effectivement, si on accepte comme un cadre intangible le cadre de l'Union européenne, on ne peut pas faire grand-chose. Nous ne disposons pas de notre monnaie. Or, la monnaie n'est pas simplement un intermédiaire de l'échange, c'est une arme politique, la monnaie. Nous n'en disposons pas. Donc, comme nous ne disposons pas de la monnaie, d'ailleurs, nous ne disposons pas de notre propre budget, puisque notre budget, il est contraint. Bon. Et puis, nous ne disposons même plus de nos lois. Alors, c'est un peu compliqué, ça, parce que je crois qu'on pourra en disposer. Mais bon, puisque nos lois doivent être conformes à l'Union européenne. Alors, il y a une difficulté dans tout ça, c'est que en 42, 43, 44, 45, l'ennemi était facile à identifier. Il était là. Il occupait le pays. Aujourd'hui, c'est plus compliqué parce que l'Union européenne, ce n'est pas un ennemi identifiable. Hein, c'est un ennemi sans visage, l'Union européenne. Puisque précisément nos gouvernements sont partie prenante de cette Union européenne. Nos gouvernements, c'est eux qui ont pris ces décisions. Quand on nous dit c'est l'Europe, mais c'est vous l'Europe. Monsieur Macron, mais les prédécesseurs, monsieur Hollande, monsieur Sarkozy, etc., etc., ils ont tous, un à un, verrouillé les possibilités pour la nation d'être souveraine. Bon. Alors maintenant, la situation pour nous est un peu délicate parce que je ne crois pas qu'on pourra redonner pouvoir au peuple par des innovations, je ne sais pas, constitutionnelles. Au fond, en matière de constitution, on a déjà tout essayé. Hein. C'est Spinoza qui dit ça au début du traité politique. Il dit tout a été essayé. Bon, donc le problème est ailleurs. Et le problème, il est de trouver l'articulation entre souveraineté nationale et revendication sociale. Et je crois que c'est assez clair. Nous ne pouvons pas prétendre que les revendications sociales seront satisfaites dans le cadre de l'Union européenne. Mais si nous rompons le cadre de l'Union européenne, il faut clairement dire que l'objectif, c'est de rompre avec le capitalisme. Parce que c'est ça le fond de la question. On ne pourra pas avancer vers une véritable indépendance de notre pays, vers une véritable maîtrise de notre propre destin, si on est soumis au capitalisme qui, lui, est par essence mondial. La mondialisation, c'est leur truc, les capitalistes. Et si on ne rompt pas avec le capitalisme, c'est-à-dire si on ne prend pas des mesures contre la propriété privée des moyens de production. Par exemple, Total, là, ça a fait un peu d'agitation. Qu'est-ce que vous voulez faire si on ne renationalise pas Total complètement? Ben rien, parce que c'est eux qui tiennent le pouvoir. Qu'est-ce qu'on peut faire dans les transports si on ne refait pas de la SNCF une véritable entreprise nationale, si on n'arrête pas le démantèlement? Or ça veut dire qu'on s'attaque aux intérêts du capital. C'est pas plus compliqué que ça. Donc on ne peut pas être... Kevin m'a fait la gentillesse de me présenter comme communiste républicain. Moi, je suis pour la République. Je ne suis pas pour l'extinction de l'État. Hein. Bon, je suis pour la République, mais il n'y a pas de République possible si elle n'est pas une République contre le capital. Parce que la principale source de toute domination, c'est le capital. Et je crois que c'est autour de ça que les choses doivent s'articuler. Après, le mouvement lui-même trouvera bien les formes. Hein. Je ne sais pas s'il faut une constituante, post-constituante. Moi aussi, je trouve qu'on pourrait très bien faire avec la Constitution actuelle à 2-3 balayages près. On pourrait trouver facilement les moyens d'agir. Donc, il ne faut pas trop se perdre dans les débats. Non, il faut partir de ce que les gens exigent. Et ce que les gens exigent, c'est des trains, c'est l'arrêt de la fermeture des gares, c'est une distribution de l'énergie qui soit d'ailleurs assurée partout.
Hein, parce que quand on vit au fin... Là, moi, j'arrive du fin fond de la campagne. Hein, j'habite dans un village de 103 habitants. Donc, ben voilà, quand vous êtes au fin fond de la campagne, vous apercevez qu'il y a toute une partie de ce pays qui est complètement abandonnée. Complètement abandonnée. Voilà. Donc, voilà ce qui existe. Ça a été un des facteurs, d'ailleurs, des Gilets jaunes. Hein, cette affaire-là. Donc voilà ce dont il faut partir, et chacune de ces revendications, elle va se heurter toujours au même obstacle qui est le capital. Je crois que c'est comme ça qu'on va articuler la souveraineté nationale et la lutte contre le capitalisme. Voilà. Merci. Il semble donc en fait que le capitalisme s'attaque principalement aux structures publiques, aux services publics. Vous avez parlé des transports qui font partie qui sont presque les premières en fait attaquées depuis maintenant une vingtaine d'années, voire plus. Il y a un autre secteur qui a été démantelé et qui continue de l'être, et on l'a vu ces derniers jours parce qu'ils ont tenté de se battre, et ils vont sûrement continuer, c'est celui de la santé. Alors je me tourne vers vous, Frédéric Pierru, puisque c'est votre domaine d'expertise. En quoi le domaine de la santé participe pleinement à la conquête de la souveraineté populaire ? Oui, en fait, merci beaucoup, ravi d'être là. Effectivement, en discutant avec Manon au début, là, en s'installant, elle m'a posé la question, alors, comment reconquérir la souveraineté populaire par la santé ? Et c'est vrai que spontanément, je n'avais pas pris le sujet comme ça, parce que je m'étais plutôt posé la question, comment recouvrer la santé par la souveraineté populaire ? Je vais y en venir. Bon. Mais c'est une question intéressante que celle de dire comment reconquérir la souveraineté populaire par la santé. Parce que je prends cet exemple, parce que d'abord, l'austérité tue, ça c'est clair, mais elle tue, comme l'a montré le krach sanitaire en Grèce, hein, mais elle tue aussi la démocratie. Elle tue les gens et elle tue la démocratie. Bon, et pour une anecdote, j'étais allé voir en avant-première le film de Costa Gavras, Adults in the Room, et c'est magnifique à observer, hein, à partir de... Donc on voit Yanis Varoufakis qui, en quelque sorte, essaie d'infléchir l'inflexibilité de l'Eurogroupe, et notamment de Schäuble, en invoquant le populicide qui était en train de se passer en Grèce, du fait des mémorandums. Et c'est des faces de pierre en face. Ils en ont rien à faire. Bon, alors je vous dis, juste en passant, j'étais très déçu par le débat qui s'en est suivi, où il y avait Costa Gavras et Plenel, et parce qu'il y avait une incapacité à tirer les leçons politiques d'un film qui est un réquisitoire contre l'Union européenne. Donc je pose la question à Costa Gavras, je lui dis, mais comment pouvez-vous faire un film qui montre très bien une tragédie grecque causée par une Union européenne ordolibérale et continuer à croire que vous allez changer l'Europe de l'intérieur? Réponse, après le prêche de Plenel, hein, 20 minutes, le tunnel, donc le truc, on lui a même demandé de se taire. Vous voyez, bon, parce que, bon, et réponse de Costa Gavras, on est plus fort unis que divisés. Point. Ah, et donc, c'est marrant comment la question de la souveraineté populaire fait disjoncter même des esprits brillants. Vous voyez, c'était le lapin dans les phares. Vous voyez, incapable de tirer les conclusions du film qu'il venait de faire. Bon. Donc, première chose. Alors, effectivement, l'austérité tue, elle tue les gens, elle provoque des krachs sanitaires, mais elle tue aussi la démocratie. Et je ne vais pas parler du système public de santé français, parce qu'on nous parle de démocratie sanitaire, mais en réalité, jamais le système de santé n'a été aussi vertical, autoritaire et technocratique. C'est-à-dire, terminer l'ambition de démocratie sociale de 1945. Hein, terminé. C'est-à-dire la démocratie aujourd'hui sanitaire, c'est donner quelques strapontins à des représentants autodésignés ou choisis par l'État d'associations de patients. Voilà, c'est ça la démocratie sanitaire actuellement, avec les principaux leviers de décision qui sont détenus par des technocrates. Et des technocrates souvent de Bercy. Je vais y revenir. Bon, voilà. Donc effectivement, il y a une autre question à se poser. Comment est-ce qu'on peut reconquérir la démocratie ou l'esprit démocratique
par la santé, qui est une des premières préoccupations des Françaises et des Français? Je pense que c'est une bonne question. Alors je vais quand même, en tant que chercheur, inverser la question. Comment recouvrer la santé par la souveraineté populaire, hein? Bon. Et autrement dit, est-ce qu'on peut avoir une politique de santé progressiste dans le cadre de l'Union européenne ordolibérale? Bon, alors vous devinez la réponse, hein, effectivement, c'est pas un suspense insoutenable, mais non, parce que alors il y a une question, parce que souvent il y a un jeu de bonneteau qui se passe quand vous posez la question de santé Union européenne, parce qu'on vous répond dans les colloques ou dans les congrès politiques, on dit ah bah oui, mais la santé n'est pas une compétence de l'Union européenne. D'une façon générale, le social n'est pas une compétence de l'Union européenne, et donc ils disent c'est nous qui choisissons la politique de santé que l'on veut faire. Et là, vous êtes arnaqués. Vous êtes arnaqués parce que c'est faux. Parce que c'est faux. Alors d'abord, pourquoi est-ce que l'Union européenne a un impact sur la santé alors qu'elle n'a pas de compétences par les traités sur la santé? Bon, eh bien, tout d'abord parce qu'elle impacte l'Union européenne ce qu'on appelle les déterminants sociaux de la santé. Je rappelle toujours, moi, dans les congrès ou les colloques, que 80% de l'état de santé d'une population s'explique par des facteurs non médicaux. Je formule ça autrement, les soins médicaux entrent seulement pour 20% dans l'amélioration ou la dégradation de l'état de santé d'une population. C'est-à-dire qu'en France, on a tendance effectivement tout de suite à penser santé égale médecine. Or, santé n'est pas égale à médecine. Or, l'Union européenne impacte largement les 80% de déterminants sociaux de la santé. Alors, de plusieurs choses, mais d'abord, on sait aujourd'hui, d'après les travaux notamment de Wilkinson et Pickett en Angleterre, les épidémiologistes brillants, que plus une société est égalitaire, meilleure est sa santé, y compris la santé des plus riches. C'est pour ça qu'il faut les taxer. Parce que c'est pour leur bien, c'est pour qu'ils vivent plus vieux. Vous comprenez ? C'est de leur intérêt. En gros, ils doivent choisir, renoncer à vos richesses, à une partie de vos richesses, on va les redistribuer, et vous vivrez plus vieux, au lieu d'aller faire des délires transhumanistes à les Silicon Valley. Bon, bref. Voilà. Donc, et effectivement, l'Union européenne, ordolibérale, aggrave les inégalités socio-économiques, et mécaniquement, elle aggrave les inégalités sociales de santé, c'est-à-dire les inégalités devant la maladie et la mort. Bon. Donc, premier impact. Deuxième impact, elle impacte tout un ensemble de politiques publiques qui ont elles-mêmes un impact sur la santé. Que l'on pense à la dérégulation du marché du travail, le scandale aujourd'hui de la déconstruction de la médecine du travail, de l'inspection du travail, de la flexibilité à tout crin. Et ça, on sait, c'est les travaux par exemple d'Annie Thébaumony qui montrent très bien qu'effectivement, il y a un grand scandale aujourd'hui qui est celui de la santé au travail. Or, d'ailleurs, Annie Thébaumony a refusé la Légion d'honneur en disant que c'était jamais elle ne recevrait la Légion d'honneur tant qu'on laisserait les ouvriers tomber dans une hécatombe parce que du fait des polluants chimiques, de mauvaises conditions de travail, etc. Donc, mais elle impacte aussi le logement, l'aménagement du territoire, ça a été dit par Denis Colin, etc. Donc, vous voyez, déjà là, l'Union européenne, elle a un impact sur la santé, mais caché. C'est-à-dire à condition d'élargir la santé au-delà de la médecine. J'espère que je suis clair. Et puis, alors, il y a le système de soins. Alors, dans le système de soins, alors vous le savez, il y a eu une mobilisation inédite. Enfin, pas inédite, parce qu'il y en avait une en 2009, du collectif interhospitalier, c'est-à-dire des hospitaliers, avec la casse du service public hospitalier. Et là, comment vous dire, je vais être court, hein, parce que je veux tenir mon temps, mais alors on va dire, bah oui, mais l'Union européenne, là, elle n'a pas de compétence sur les soins. Mais si, elle a une compétence. Elle a la compétence budgétaire. C'est évident. Je veux dire, si elle ne peut pas décider comment on organise les hôpitaux, elle impacte le contexte macro-budgétaire des hôpitaux. Hein, vous savez qu'aujourd'hui, là, les hospitaliers descendent dans la rue parce qu'on a fixé un objectif national des dépenses d'assurance maladie de 2,3%, mais avec une enveloppe pour les hôpitaux de 2,1%. C'est-à-dire qu'on demande chaque année à l'hôpital de faire 1 milliard d'euros d'économie tout en soignant plus de gens.
Donc on comprend que là, il y a quelque chose qui cloche. Bon. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que dans le cadre de l'Union européenne, ordolibérale, la politique de santé, elle ne se fait plus avenue de Ségur. Elle se fait à Bercy. C'est à Bercy que ça se passe. D'ailleurs, les hospitaliers sont allés défiler et sont allés interpeller Bercy, pas l'avenue de Ségur. Parce que, effectivement, pour contester cette contrainte budgétaire qui, elle-même, se reporte sur une intensification du travail des soignants, sur l'augmentation de l'absentéisme, du turnover, mais aussi qui, in fine, impacte la qualité des soins. Donc, soutenir que on peut mener une politique de santé progressiste dans le cadre de l'Union européenne actuelle, simplement en disant « Ah ben oui, l'Union européenne n'a pas de compétences en matière sanitaire », est une arnaque politique. Voilà, merci. Merci Frédéric. Petite parenthèse, je pense que vous avez effectivement raison de citer les travaux de Richard Wilkinson et Kate Pickett. Et vraiment, je vous encourage tous à les lire, puisqu'ils nous donnent des arguments scientifiques et statistiques pour défendre l'égalité, puisqu'ils nous montrent ces travaux que plus une société est égalitaire et plus, en fait, elle se porte bien, non seulement sur la santé, mais sur toute une autre batterie d'indicateurs. Enfin, je me tourne du coup vers vous, Gilles Casanova, j'imagine que vous vous en doutiez. Alors, moi, il me semble que, que le peuple, que la souveraineté est plus ou moins majoritaire au sein du peuple, c'est-à-dire des classes populaires et moyennes. Pourtant, j'ai l'impression qu'aucun homme politique de premier plan n'est aujourd'hui capable de s'en saisir. Ou quand il le fait, c'est dans ses versions nationalistes et ethniques, donc du Rassemblement national. Et selon vous, pourquoi aucun homme, notamment dans notre camp, enfin dans ce camp plutôt à gauche et social, n'est capable de se saisir de cette question? Je crois que nous sommes dans une université, alors on va essayer de réfléchir, c'est-à-dire d'aller au fondement des questions et de ne pas rester sur la surface. Le problème que nous avons, il est que traditionnellement, dans une société occidentale du XXe siècle et du XXIe siècle, les catégories sociales qui font de la politique, c'est la petite bourgeoisie. Ça n'est pas le peuple. Ça n'est pas non plus les 9 milliardaires qui dirigent le pays, parce qu'ils ont autre chose à faire, ils s'occupent de leurs affaires, c'est déjà très prenant. Et c'est la petite bourgeoisie qui fait la politique. Si vous regardez le Parlement sur 100 ans, vous voyez que les parlementaires, ce sont à gauche des professeurs, des avocats, des gens qui sont dans cette petite bourgeoisie et éventuellement de services publics. Et si vous regardez la droite, ce sont des médecins, des notaires et des petits patrons de l'industrie et du commerce. Donc vous voyez bien que c'est cette couche-là qui fait la politique. Alors pourquoi ça marchait avant et ça marche plus maintenant? Alors il faut faire un tout petit retour en arrière. Vous avez une politique au XIXe siècle, sous le Second Empire, qui mènera à la première révolution communiste de l'histoire, qui est la Commune de Paris. Vous avez Guizot, qui définit sa politique. Il dit « Moi, je mène la lutte des classes ». Ça plaira à Marx, qui reprendra l'expression. « Moi, je mène la lutte des classes ». Et on constate que la lutte des classes, elle amène à la Commune de Paris. La Commune de Paris, c'est une peur terrible pour les possédants. Et puis, c'est un massacre terrible pour le peuple qui a cru qu'il allait réussir. Donc, des deux côtés, on a eu peur ou on a eu mal. Et donc, la société française, dans ses élites, conclut que plutôt que faire de la lutte des classes directe, c'est-à-dire une oligarchie contre le peuple, il vaut mieux essayer de construire la politique autour de blocs
interclassistes qui vont avoir des thèmes différents et faire avancer la société en protégeant sa capacité de cohésion. Et c'est à ce moment-là qu'on met en avant la gauche et la droite telles que nous les avons connues au XXe siècle. La gauche, c'est un bloc interclassiste. Vous avez un Jean Jaurès qui est vraiment un vrai symbole de la gauche et dont l'enseignement aujourd'hui est encore très précieux. Mais Jean Jaurès, c'est un bourgeois. Pas un petit bourgeois, c'est un peu plus grand bourgeois. Mais enfin, c'est pas non plus le patron d'LVMH. Et vous regardez les responsables politiques de la droite, ils vont être de la même catégorie. Mais ces blocs politiques, ils vont se former autour d'idées qui vont véritablement rassembler le peuple. La nation, l'autorité pour la droite, le progrès, l'égalité, la démocratie pour la gauche, la contestation à gauche, le respect de l'ordre à droite. Vous voyez bien que toutes ces valeurs, elles sont indispensables à une société. Et vous avez un bloc qui va mettre l'accent sur une série de valeurs, un bloc qui va mettre l'accent sur une autre série de valeurs. Et à partir de 1924, avec le cartel des gauches, vous avez une alternance, pas forcément rapide, mais une alternance entre ces deux blocs qui permettra un progrès. 58, l'autorité avec De Gaulle, ça permet à la France de sortir de l'orbite américaine du plan Marshall et de constituer une nation qui économiquement tient la route. Et puis, avec la gauche et Mitterrand, c'est donner dans les entreprises un droit syndical, c'est apporter toute une série de modernisation dans le domaine de la vie publique et de la vie sociale. Tout cela, c'est une alternance qui a été conçue pour faire avancer la société sans qu'elle n'éclate. Bon, on voit qu'il y a quelques explosions. Il y a 1936, il y a mai 68. Tout ça, ça fait partie de la vie française. La vie française, c'est un moteur à explosion. Mais on a ces blocs interclassistes. Et le système néolibéral qui dit que les individus qui sont les acteurs du marché vont faire les choix qui sont pour eux optimum, et donc il n'y a plus besoin de politique, il faut laisser le marché dicter les choses, va conduire la politique à s'affadir. On va se tourner vers des institutions qui vont organiser ce néolibéralisme. Bon, la première expérience, c'est un peu sévère, c'est Pinochet avec les Chicago Boys qui met en place cette politique. Ensuite, on va la tester en Europe avec des choses plus soft, qui sont le système de l'Union européenne, qui va mettre en place ce dispositif qui vise à mettre fin aux jeux politiques. Donc, la logique, c'est que les partis vont s'anémier et on va arriver sur celui qui va représenter le printemps, la modernité, la En Marche, etc., etc. Vous connaissez le télévangéliste que les 9 banquiers, les 9 financiers ont mis à la tête du pays. Mais pour nous, quel est l'enseignement ? L'enseignement, c'est qu'au milieu, cette petite bourgeoisie, elle a été décervelée. Elle a été décervelée par le fait que la gauche, car c'est de la gauche que c'est venu, il faut dire où ça se passe. La gauche a été entièrement mangée de l'intérieur par la gauche américaine, c'est-à-dire par les démocrates américains, c'est-à-dire par le politiquement correct, par l'idée que la politique, cela consiste à regarder le monde autrement, à faire sa révolution de l'intérieur, et c'est un peu la suite des mouvements critiques américains des années 60 et 70 qui disaient que c'était de l'intérieur qu'il fallait changer le monde en changeant les individus. Et qu'est-ce que ça nous dit ? C'est que cette gauche, elle dit d'abord il faut réécrire l'histoire. L'histoire doit être celle des vaincus. Donc nous sommes un peuple de criminels contre l'humanité par les traites négrières. Nous sommes un peuple de criminels contre l'humanité par la colonisation. Nous sommes un peuple de criminels contre l'humanité par la torture en Algérie. Nous sommes un peuple de criminels contre l'humanité
par la collaboration avec l'Allemagne et notre responsabilité pleine et entière dans la solution finale. C'est d'ailleurs Emmanuel Macron qui vous le dit à la suite de tous les philosophes universitaires gauchistes. Mais ça veut dire que la France ne mérite pas d'exister. Si la France ne mérite pas d'exister, son système démocratique, son système représentatif, son système de souveraineté qui prétend donner à son peuple criminel contre l'humanité une capacité à se diriger, il n'a pas de fondement. Et tout cela s'est diffusé comme un Niagara à la petite bourgeoisie qui le reçoit comme de l'hydromel et dit « mais oui, c'est tellement vrai ». Et donc l'ensemble du système politique, y compris nous, vit dans un monde dans lequel on ne pose pas les questions que se pose le peuple. 58% des électeurs de la France insoumise disent « il y a trop d'immigrés en France ». Voilà. Mais ça fait mal à tout le monde, y compris ici. On dit « quoi merde, il passe au FN ». Non, il parle du peuple. Le peuple pense et dit ça quand on lui pose la question. Hein, voilà. Et ça, on est incapable d'en parler. On est incapable de reprendre ce que dit Jaurès, qui est un véritable internationalisme et qui se bat contre l'organisation de migration par le capitalisme en son temps, c'est-à-dire il y a un siècle, pour faire baisser la force de travail, pour casser le développement de la dynamique syndicale, pour casser le développement d'une gauche politique et sociale. Nous sommes incapables de le dire, car nous sommes une petite bourgeoisie complètement mangée de l'intérieur par le politiquement correct que déverse un système médiatique à 94% contrôlé par 9 milliardaires. Et 9 milliardaires qui ont compris que c'est la ligne du Parti démocrate américain qui va permettre de casser le peuple et pas la ligne de la droite dure qui ne marche pas. 3% des Français pensent que ce qu'on dit à la télé, c'est vraiment ce qui s'est passé. 5% pensent que ce qu'on dit à la radio, c'est vraiment ce qui s'est passé, et 3% pensent que ce qu'on dit dans les journaux, c'est vraiment ce qui s'est passé. Donc le peuple, il a bien conscience qu'on lui bourre le mou. Mais ce n'est pas parce que vous savez qu'on vous ment que la vérité vous apparaît. On parle toujours de l'austérité. C'est pas vrai. Il n'y a pas de politique d'austérité. Il y a une politique d'opulence. La France est le pays du monde qui distribue le plus de dividendes. La France est le pays du monde où les milliardaires s'enrichissent le plus vite. La France est le pays du monde dans lequel ses propres milliardaires montent le plus vite dans le top 50 des milliardaires mondiaux. La France est un pays d'opulence extraordinaire. Alors, cette opulence, elle est concentrée pas sur 1%, mais sur 0,01% de la population. Alors, en contrepartie, il ne reste plus grand-chose pour les autres. Mais ce n'est pas une politique d'austérité, c'est parce que l'important, c'est que les premiers de cordée avancent. Après, il ne reste rien pour les autres. Mais on se trompe si on pense que c'est une politique conçue pour être l'austérité. Non, c'est une politique conçue pour s'en coller plein les poches. Après, le reste, l'intendance suivra. Un dernier mot, nous avons la difficulté particulière que, d'abord, nous avons donc un monde politique dans lequel on vit au rythme de journalistes qui vivent au rythme de la gauche américaine, c'est-à-dire qui éteignent les problèmes du peuple d'avance. On ne parle jamais des vraies questions, ou alors, quand on en parle de la réponse donnée par un courant fondamental de la société française, qui est un courant populiste d'extrême droite, historique, qui commençait à dominer à la fin des années 30, qui s'est épanoui grâce à l'occupation allemande, mais qui était profondément ancré dans notre pays, et on identifie le peuple à cela. Les gilets jaunes sont antisémites, les gilets jaunes sont islamophobes, les gilets jaunes, ils ont tous les défauts de la terre. On n'a pas dit qu'ils mangeaient les enfants, mais enfin, on sent bien qu'il suffirait de pas grand-chose pour qu'ils passent à l'action. Parce que le mépris du peuple est ancré vraiment dans le discours médiatique qui est développé à la petite bourgeoisie, qui est celle qui fait la politique, qui est celle qui constitue les partis, qui est celle qui constitue la base universitaire qui réfléchit. Donc ça, c'est terrible. Et en face, nous avons en prime la Ve République. Elle est faite de manière extraordinaire
pour un homme qui, quand il accède au pouvoir, a déjà son nom dans la plus grande des rues de n'importe quelle bourgade de France. L'avenue Charles de Gaulle, elle existe avant qu'il soit président de la République. Alors on fait un système qui repose sur un homme providentiel qui va avoir la majorité du peuple avec lui. Il va vraiment avoir la majorité du peuple avec lui. Mais il y a des raisons historiques. Bon, et après ce système, on va le mettre à un François Hollande, par exemple, ou à un Emmanuel Macron, dont on voit bien que entre le poids historique de Charles de Gaulle et celui de Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron ou François Hollande, mais ce sont deux mondes. Mais attention, le système est utile car il permet de mettre un verrou contre toute politique qui n'aurait pas derrière elle le système médiatique pour permettre l'incarnation. Est-ce que vous remarquez qu'aujourd'hui, il n'y a pas une ou un responsable politique qui a plus de 25 ou 30% de sympathie dans l'opinion? Pourquoi ? Parce que le système médiatique fait en sorte de ne pas permettre à des gens qui ont quelque chose à dire de venir le dire. Donc, ceux qui dominent sont ceux qui ne disent rien et qui pensent que plus ils sont silencieux, plus ils ont des chances de prendre un point ou deux, puisque à ce moment-là, on les invitera sur tous les plateaux. Donc, la question de l'incarnation, c'est un obstacle. Et l'incarnation, elle ne peut avoir un rapport avec le peuple et donc proposer de restaurer cette souveraineté sans laquelle la politique n'est rien et la droite et la gauche sont des coquilles vides ou des aspirations personnelles. Il ne peut le faire ou elle ne peut le faire, cette incarnation, elle ne peut être réalisée que si on répond aux vraies questions que se pose le peuple. Et ces questions, elles sont sales et ces questions, elles sont impossibles à traiter devant les médias ou alors vous êtes considéré comme le fasciste de service. Donc vous voyez que le système est bien verrouillé et si on reste dans le système, si on ne dit pas des mots sales, si on ne dit pas des choses qui déplaisent, alors on peut ronronner, on peut dire tout ce qu'on veut, on peut même proposer des formules. Par exemple, le référendum d'initiative citoyenne. Bien moi, je peux vous dire que s'il était adopté, le système médiatique vous organise déjà les premiers référendums. Le mariage pour tous, une grande campagne, et le peuple mené par les fascistes sera contre le mariage pour tous, et on dira « Ah ben vous l'avez voulu, vous l'avez, le référendum d'initiative citoyenne ». Ensuite, on trouvera un truc sur l'immigration, mais qui ne soit pas une vision jaurétienne, qui soit quelque chose plus vu du côté Zemmour que du côté Jaurès. Et là, vous verrez que parce que la gauche n'a pas su parler et a dit beaucoup de bêtises sur ce sujet, ce sera le deuxième. Le troisième, ce sera sur un autre sujet de ce type. Le système médiatique arrivera à organiser une telle chose qu'à ce moment-là, un Macron numéro 2, un télévangéliste plus dur encore, dira « il faut vraiment en finir avec ça, car sinon c'est l'extrême droite ou moi ». Vous avez noté que c'est en général le discours qui permet d'avoir des médias qui, comme en une de Libération, disent « faites ce que vous voulez, mais votez Macron ». Alors, j'aimerais quand même un peu relativiser ce système médiatique. Pourquoi ? Non, pas parce que je suis journaliste, non, mais petit exemple. En 2005, par exemple, quasiment la presque totalité des médias a fait campagne pour le oui. C'était pareil pour les grands partis. On a eu cette superbe couve de Paris Match avec Hollande et Sarkozy main dans la main, habillés pareil, demandant au peuple de voter oui. Et ce peuple s'est exprimé contre. Avant Macron, il y a eu d'autres candidats qui ont été chouchous des médias. Je pense à Jacques Delors qui ne s'est jamais présenté. Je pense à Dominique Strauss-Kahn. Je pense à Balladur. Donc la question, j'ai envie de me demander, est-ce que la question est vraiment médiatique ou ce n'est pas un problème d'offre politique ? C'est-à-dire, si Macron l'a emporté, c'est peut-être parce que face à lui, on n'a pas trouvé d'offre politique capable de rassembler le peuple. Voilà,
Moi, je pense, regardez par exemple l'exemple du Rassemblement National ou anciennement Front National. Ça fait 40 ans qu'il a tous les médias contre lui et il continue de progresser. Pourquoi la gauche, aujourd'hui, n'est pas capable de trouver son offre politique à elle, capable de concurrencer le bloc bourgeois? Oui. Si je peux vous répondre en 15 secondes, le Front National puis le Rassemblement National, ils parlent au peuple des problèmes du peuple. Donc c'est pour ça que, à l'encontre du flux médiatique, il apparaît comme la résistance, et que c'est pas la gauche qui apparaît comme la résistance. Et bien sûr, il y a une crise majeure de l'offre politique, parce qu'en dehors du Rassemblement National, personne ne parle au peuple. Oui. Frédéric ? Oui, effectivement, je pense qu'il faut relativiser l'idée, la dénonciation des médias au sens où dire finalement c'est le viol des foules par la propagande médiatique. Bon, ça c'est faux. C'est faux. Tous les travaux de Sciences sociales montrent que les gens sont pas crétins et sélectionnent et reçoivent les messages. Voilà, c'est ça. Et reçoivent les messages. Par contre, le système médiatique a un effet de structuration de l'offre politique. C'est-à-dire qu'en fait, les organisations partisanes ou les mouvements se posent toujours la question de est-ce que ça va bien passer dans les médias ? C'est-à-dire qu'en quelque sorte, il y a une sorte d'anticipation par les politiques, par les politiques et d'autocensure, effectivement, du fait que, effectivement, est-ce que ça va bien passer par les médias ? Est-ce que ça va bien passer ? Ça va être vu à la télé, etc. Donc, je dirais que le système médiatique a moins d'influence directement sur les gens qu'il n'a d'influence sur les décideurs politiques et administratifs qui eux-mêmes anticipent la logique médiatique. Voilà, c'est donc un effet indirect, puissant de structuration de l'offre politique. Merci. Manon, quelque chose à ajouter ? Moi, je pense qu'il y a un autre aspect qu'il ne faut pas sous-estimer sur l'échec, à l'incapacité de la gauche, en particulier, à proposer une alternative qui puisse l'emporter. Je pense qu'un des problèmes majeurs, c'est qu'aucune, et je dis bien aucune des forces politiques actuellement dans le paysage français n'a tiré les conséquences jusqu'au bout de cette défiance contre tout ce qui est institutionnel à l'heure actuelle, et en particulier contre la représentation. Et là, on revient vraiment à des problématiques qui sont au cœur de l'épisode de 1789. Je pense que ce que les Gilets jaunes ont très bien fait, c'est d'abord d'écarter tout ce qui pouvait être perçu comme facteur de division. Et malheureusement, moi ça me crève le cœur de le dire, mais malheureusement, aujourd'hui, tous les partis sont perçus comme facteurs de division, les syndicats également, etc. Je dis ça, j'ai milité, je vous l'ai dit, dans un parti, je suis encore dans un syndicat, etc. C'est pas la question. Mais parmi les choses qui ne sont pas abordées et dont on ne tire pas la conclusion, il y a cet aspect-là. Qu'est-ce qu'on fait de la représentation ? Et je pense que même les forces qui se présentent comme des forces d'opposition s'installent dans leur fauteuil de représentants du peuple et dans ce mandat, comme dans un fauteuil capitonné, au lieu de se sentir aiguillonnés en permanence. Et il me semble que justement les Gilets jaunes ont cet intérêt d'être une forme de laboratoire démocratique. Ce qui se passe dans le mouvement est quand même très intéressant, justement, si on compare à ce confort de la représentation dans laquelle tout le monde s'enterre aujourd'hui dans le paysage politique. Si on regarde ce qui s'est passé au moment des européennes, on a très bien vu comment ceux qui ont espéré se présenter à ces élections, qui sont évidemment les plus déconnectés je dis ça, j'étais candidate aux européennes à l'époque, donc sans mépris aucun, mais pour les instances les plus déconnectées de la souveraineté, eh bien, les gilets jaunes qui ont joué à ce jeu-là se sont complètement cassés la figure. On n'en entend absolument plus parler. De ta collègue, rappelle-moi son prénom, son nom. Oui, d'accord. Voilà. Là, je sais juste qu'elle était normande et que... Bon, voilà. Donc ça a été évacué. Mais si on regarde, par exemple, François Boulot, la façon dont il fonctionne comme un de ce qu'on peut appeler des porte-paroles, même s'il ne faut pas aller trop vite, de ce mouvement. Dans le cas de François, alors je parle sous ton contrôle, mais tu es mandaté d'une certaine façon par une assemblée locale chez toi, et donc tu peux te faire valoir de ce titre-là, au moins pour ce qui concerne ton assemblée. Mais les forces de rappel
à ce niveau-là, et le lien qui s'est construit entre cette Assemblée, mais maintenant entre le mouvement dans son ensemble et François Boulot, sont extrêmement étroits. Et je pense que tu as parfaitement conscience tous les matins quand tu te regardes dans la glace en te rasant, non pas que tu prépares la prochaine élection présidentielle, mais que tu ne peux pas dire la moindre connerie sans te faire dégager comme un malpropre. Et c'est ça qui fait que les Gilets jaunes sont ce laboratoire absolument précieux de ce que doit être la démocratie. Ça pose évidemment la question du mandat impératif. Ça pose la question du lien de confiance. Et c'est pour ça que je reviens sur cette idée qu'on ne s'en sortira pas en disant il faut parler des vraies questions, présenter un vrai programme alléchant et vous verrez que ça va marcher. Non, parce qu'on doit se poser les questions plus fondamentales. Aucune force ne pourra arriver à moins de se contenter d'un système, mais on peut le faire, et Macron l'a très bien fait, où on a tous les leviers en main quand on représente 18% de la population. Si on admet ici que la souveraineté populaire et nationale, ça ne peut pas être ça, eh bien, on doit se poser ces questions-là aussi et ne pas se contenter de dire quelle sera l'offre la plus alléchante que je vais proposer. Posons cette question de la représentation, de comment elle peut s'exercer avec un lien véritablement contraint entre le représentant et les électeurs et le peuple. Et là, on commencera, à mon avis, à toucher au vrai de la question de la souveraineté populaire. Alors, merci Manon. Je vais donner la parole à Denis, puis ensuite à François et ensuite à Gilles. Donc Denis, à vous. Oui, je crois que le problème de l'offre politique qui est soulevé... moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Gilles sur la colonisation de tout ce qui constitue l'ossature des partis politiques, notamment de gauche, par la gauche américaine. Je pense que ça, c'est une des explications. Et le refus de toute cette partie de considérer comme des mots nobles le mot de nation. Je me souviens, parce que ça fait longtemps que je fais de la politique quand même, hein. Je continue d'en faire un petit peu, j'anime un site qui s'appelle La Sociale, un tout petit site, mais enfin bon, voilà. 1992, il y a le référendum sur Maastricht. Toutes les belles gens disent ceux qui votent non à Maastricht sont des nationalistes, racistes, tagada, tagada. Je me souviens qu'à l'époque, j'étais très proche d'un nommé Jean-Luc Mélenchon, que j'accompagnais depuis 1983. J'ai réécrit, regardez, beaucoup d'éditoriaux de son bulletin de l'époque, qui s'appelait « Donner argument à gauche », etc. Et quand je dis à Jean-Luc Mélenchon « il faut voter non à Maastricht », il me dit « tu fais le jeu de la peine, pas question de voter non ». 1992, j'avais oublié ça. Voilà. Le même se présente en 2012. Qu'est-ce qu'il dit de l'euro? Il dit « ceux qui sont contre l'euro sont des pétainistes ». Si, vous pouvez retrouver les références. Voilà. Parce qu'il est paralysé à l'idée qui pourrait déplaire à toute cette gauche américaine. Il est paralysé par ça. Moi, je soutiens Mélenchon en 2017 parce que je vois qu'il fait chanter la Marseillaise avec des drapeaux tricolores dans ses meetings. Je me dis, ce gars-là a peut-être compris quelque chose. Enfin, bon, la suite devait cruellement me démentir. Voilà. C'est ça la question. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire, comme l'a toujours dit la gauche, vive la nation? Parce que le seul bien qu'ont les pauvres, c'est la nation. Bien sûr. Ils n'en ont pas d'autre. C'est Jaurès qui nous a dit ça. Bravo. Jaurès. Voilà. Les riches, ils s'en foutent. Ils ont des jets. Ils appartiennent à ce que Leslie Sklair a bien analysé comme classe capitaliste transnationale. Ils appartiennent à la même classe. Vous pouvez être français et diriger une entreprise américaine, il n'y a aucun problème. Mais les pauvres, où ils sont là. Ils ne peuvent pas aller plus loin, ils ne peuvent pas changer de lieu, ils n'ont pas 50 maisons comme Bernard-Henri Lévy. Ils sont même pas sur quoi faire un plan. Absolument. Et je crois que c'est là la question. La rupture, elle se fait là. Ceux qui sont pour la souveraineté de la nation et les autres. Et le peuple est pour la souveraineté de la nation. Mais il n'y a personne qui ose le dire. Parce que ça, c'est horrible. Il y a encore 2 jours, moi, j'ai envoyé un petit SMS à Jean-Luc Mélenchon. Sur sa participation à la manifestation du 10 novembre. La honte de la gauche. La honte. Hein? Il va manifester derrière des gens qui pensent que la France est un État raciste, structurellement. Derrière des gens qui défendent le fait que les femmes doivent obéir à leur mari.
Hein, et que Dieu est au-dessus de la République. Manifester derrière ces gens-là, derrière des gens qui scandent Allahu Akbar. Donc je lui envoie un message, il me répond « Reste dans ton égout, t'es vraiment passé chez Le Pen ». Voilà, c'est le niveau de discussion. Voilà, et c'est là qu'on en est. Et le mouvement, il existe. Les millions de voix qui se sont portées sur Jean-Luc Mélenchon, y compris des voix qui venaient du Front National, tout le monde le sait, et un nombre non négligeable. Et on sait aujourd'hui qu'un nombre non négligeable d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon sont prêts à voter pour Marine Le Pen contre Macron. Voilà. Et ça, c'est la réalité. Et cette réalité, ils sont aveugles. Ou fous, Jupiter rend fou ceux qu'il veut perdre. Hein. Voilà. Et je crois que c'est ça le problème dans lequel on est. François, à vous. Moi, du coup, je me pose la question, parce que comme je me réfère toujours à Jacques Attali, je me demande si vous n'êtes pas antisémite, quand même. Mais vous êtes souverainiste, donc vous êtes antisémite, il nous l'a dit. Puisque, pour ceux qui ne savent pas, le souverainisme est le faux nom de l'antisémitisme. Voilà. Je plaisante, mais en fait, c'est évidemment pour dire que l'enjeu essentiel, c'est la souveraineté, et qu'Attali, qui est quand même loin d'être un abruti, il a bien compris qu'effectivement, dans le peuple, là, le mot souveraineté commence à être réhabilité. Ce mot qu'on avait écarté au maximum pour dire souverainiste et nationaliste, donc c'est le fascisme, etc. Il a bien compris, donc il essaye justement de discréditer, là, en utilisant l'arme ultime de l'antisémitisme. Bon, moi, Georges m'avait demandé une citation. Donc, pour être très clair sur la question, vous voyez, par rapport au sujet, la citation qui m'était venue, c'est De Gaulle: la démocratie se confond pour moi intégralement avec la souveraineté nationale. Autant vous dire que nous sommes d'accord. Bon. En fait, on identifie du coup deux problèmes, au moins deux obstacles à la souveraineté du peuple. Il y a l'Union européenne, évidemment, puisqu'elle fixe une politique économique, et que la démocratie, c'est la possibilité de rediscuter de tout le temps et en toute matière. Et ça, ce pouvoir-là nous a été retiré. Et puis on a parlé des médias. Évidemment, les médias sont aussi un obstacle à la souveraineté du peuple, comme vous l'indiquiez. Je serais nuancé sur... Il y a un paradoxe, à mon avis, parce qu'il y a un sondage Reuters assez récent, de janvier 2019, qui disait qu'il y a seulement 24% des gens qui font confiance aux médias. Bon. Alors on a d'un côté, effectivement, ce postulat, a priori, que peu de gens font confiance aux médias. Très bien. Et pourtant, il y a des petites musiques médiatiques qui rentrent toujours, et qui rentrent assez largement. Et je prends le cas des Gilets jaunes. Combien de personnes je rencontre, c'est un nombre énorme, qui me disent « Ouais, les Gilets jaunes, on soutenait au début, mais bon, après, il y a eu la violence et tout, ça, c'est pas acceptable, donc bon, je veux plus en entendre parler. » Et ça, mais j'entends 8 personnes sur 10 aujourd'hui qui me disent ça. Comment on en arrive là, alors qu'on avait un soutien pendant des semaines et des semaines de plus de 70%? Bon. Donc vous voyez que il y a cette réflexion à avoir. L'exemple de 2005 où les médias font campagne pour oui et il y a 55% de non. Mais d'un autre côté, il ne faut pas négliger non plus totalement la portée de la puissance des médias. Et ils ont fait infuser la pensée dominante du néolibéralisme, comme je le disais tout à l'heure. Vous parlez de la question de la dette publique, les gens ils vont vous dire « Ah bah oui, il faut payer ses dettes hein. ». Et la réflexion s'arrête là. Vous avez plein de postulats comme ça qui sont posés. Et évidemment, l'un des plus puissants, c'est l'Union européenne. Et donc, dès que vous allez commencer à parler de souveraineté nationale contre l'Union européenne, bon, vous êtes un utopiste ou un fasciste. Enfin bon, dans tous les cas, vous êtes sorti du cercle de la raison. Et il vaut mieux ne pas vous écouter. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de trouver les clés d'entrée pour arriver à trouver des déclics chez les gens pour qu'ils écoutent au moins et qu'ils n'aient pas peur. Parce que toute la stratégie des médias, c'est de jouer sur la peur en permanence pour mettre à distance les gens de la pensée rationnelle. Alors, je pense qu'il y a une clé d'entrée que j'ai essayé d'expliquer dans le livre, et je suis content parce qu'il y a Stéphane Rosès, qui est politologue, qui l'a expliqué encore mieux que moi, mais il est parti du même postulat. A permis de compléter ma réflexion. 6 mois avant la présidentielle de 2017, j'avais un peu de temps à perdre. Du coup, j'ai lu Révolution d'Emmanuel Macron. Et j'avais un peu de temps à perdre.
Mais finalement, du coup, c'est ce qui me permet d'avoir cette réflexion-là. Emmanuel Macron, dans son livre, il fait un diagnostic franchement quasi parfait sur l'état de l'Union européenne. Il comprend parfaitement que l'euro ne peut pas fonctionner dans ces conditions, que l'Union européenne est une passoire et ne fait pas de protectionnisme, etc. Donc il explique que sa stratégie consiste à faire en sorte que on va faire les réformes structurelles qui sont demandées par l'Allemagne. Entendez, austérité, privatisation, casse du code du travail pour flexibiliser le marché du travail, etc. etc. Bon. On va donc redonner confiance à l'Allemagne et en retour, elle acceptera de relancer la construction européenne en faisant le budget de la zone euro, le protectionnisme européen, etc. etc. Bon. Ce qui est formidable, c'est qu'Emmanuel Macron, il l'a fait, sa stratégie. Il l'a fait. Il a cassé le code du travail, il fait les privatisations, il est en train de faire la réforme des retraites. Formidable. Et qu'a-t-il obtenu en retour? Il l'a demandé, son budget de la zone euro. Il a essayé le protectionnisme européen, il a essayé de revenir sur la directive de travailleurs détachés. Il a eu non en permanence. Nein. Mais je parle pas allemand, moi, j'ai fait espagnol. Moi. Mais il a eu des noms. Bon, ben c'est très bien. Ça nous permet de dire, ben écoutez, ça y est, on a fait la stratégie d'essayer de caresser l'Allemagne dans le sens du poil. On a fait. Maintenant, on va montrer les crocs. C'est ça qu'il faut faire. Je pense que présenter les choses de cette manière, ça peut être à une manière d'aller chercher les gens qui pourraient avoir peur ou qui pensent encore qu'on peut changer l'Europe de l'intérieur. Écoutez, ça y est, on a fait tout ce qu'on pouvait de ce côté-là, on est allé au bout du bout de ce qu'on nous demandait et on n'a rien obtenu en retour. Donc maintenant, il va peut-être falloir avoir une stratégie de rupture véritable, politiquement, et je dirais montrer le caractère de la France vis-à-vis de l'Allemagne, puisqu'on sait que c'est l'Allemagne qui est notre principal opposant, on va dire, à la politique alternative qu'on veut conduire. Et je pense qu'il faudra encore élargir le champ de réflexion. Une autre manière de présenter les choses, c'est que de toute façon, l'Union européenne est malade, qu'elle va mourir d'elle-même si on continue dans cette voie. Oui. Parce qu'il y a le Brexit, il y a la montée des partis nationalistes dans les pays d'Europe de l'Est, etc., etc. Il y a les gilets jaunes. Bref, autant de signaux institutionnels ou dans le peuple qui montrent que l'Union européenne, dans son cadre actuel, va exploser de toute façon, ou va imploser. Et donc, bah écoutez, quand vous êtes malade et que vous allez mourir, et que votre seule chance c'est de pratiquer l'opération, eh ben, il faut pratiquer l'opération, sinon on va mourir. Donc, voilà, je n'ai pas encore trouvé absolument tous les points d'entrée, hein. C'est très compliqué, mais je pense qu'il faut essayer de trouver le maximum de clés d'entrée pour aller convaincre les gens, parce que très franchement, quand vous parlez ici ou là, moi, vous voyez, mes parents, a priori, sont assez proches de moi. Ils ont quand même soupé de mes argumentaires dans les déjeuners et les dîners. Je n'arrête pas de leur expliquer que quand ils regardent des émissions politiques, il y a un critère. Je leur dis, papa, maman, vous avez un critère pour déterminer si lui, il n'est pas trop mal, s'il mérite un peu d'attention ou pas. Écoutez ce qu'il vous dit sur l'Union européenne. Et tant qu'il vous dira, soit on la change pas, soit on la change de l'intérieur, éteignez la télé. Et ben, ils ont vu... Ils ont regardé l'émission politique il y a un mois de Xavier Bertrand et ils m'ont dit bon, bah, il est pas mal quand même, qu'est-ce que t'en penses? Donc, vous voyez, j'ai pas encore réussi à les convaincre. C'est vous dire la difficulté quand même d'arriver à convaincre sur cette question-là, et je pense que pourtant c'est l'un des points fondamentaux pour qu'en 2022 les gens ils votent au moins sur ce critère-là. Au moins sur ce critère-là. Alors, merci François. Maintenant, c'est à votre tour, Gilles, et vu l'heure, non seulement ne soyez pas trop bavard, mais en plus, vous aurez la lourde tâche d'apporter le mot de la fin. La question évoquée de la crise de la représentation, elle est organisée par le système médiatique. Le système médiatique, il a remplacé en France les partis politiques. On avait à la sortie de la guerre 4 millions de personnes organisées dans les partis politiques. On n'en a pas aujourd'hui 100 000. On a
à l'époque un système médiatique qui est dominé par des partis politiques et des journalistes et des journaux qui s'y réfèrent, on a aujourd'hui des partis politiques qui sont dominés par un système médiatique qui appartient à 9 milliardaires. Mais la structuration de la société par le système médiatique, c'est pas le journal de 20 heures, c'est les séries américaines. C'est ça qui pèse sur la société, bien sûr. C'est ça qui infuse. C'est ça qui donne le ton de la société. C'est pas le journal de 20 heures qui vous dit « Vous voulez d'Édouard Balladur comme président. Alain Juppé sera votre président dans 2 ans et vous êtes content. » Non, ça, c'est de la chanson. Le fond des choses, c'est le message d'ensemble, la vision globale du monde qui est développée. Alors 24% des gens disent « ouais, on leur fait confiance », dont 3% disent « ça s'est vraiment passé comme ils disent ». Il y a quand même... entre-temps, il y a ceux qui disent « oui, ça s'est à peu près passé ». Tout à fait, à peu près, c'est 24, et tout à fait, c'est 3. Mais ça structure la façon dont les gens regardent le monde. Non, pas les gens. Je vous ai dit la petite bourgeoisie, celle qui fait l'ensemble du corps politique. Et donc, ce système, il dit au peuple, la représentation, c'est pourri. Prenez n'importe quel métier dans lequel on gagne le même revenu mensuel qu'un député. Regardez le nombre de condamnations et de mises en examen, vous verrez que c'est 10, 15, 20 fois plus que les députés. Sauf que quand il y a un député, un sénateur ou un responsable politique qui a un problème, c'est la une du 20h. Et donc, les gens pensent que ce sont les responsables politiques qui sont des escrocs. Et les escrocs qui font de la politique. Pourquoi discréditer la représentation politique ? Eh bien parce qu'on sait que ce que vous évoquez, c'est-à-dire un système dans lequel on va directement avoir un échange, ça s'appelle les soviets, ça a été essayé avec l'Union des républiques socialistes soviétiques, et ça a apporté beaucoup de progrès dans beaucoup de domaines, mais des défauts majeurs, et ça s'est effondré de l'intérieur. Et on a vu ensuite que ça avait apporté tellement de défauts que personne n'est prêt à retenter cette expérience. Et c'est donc pourquoi on discrédite le système représentatif, de façon à ce que les gens se disent « Ah ben, c'est plus la peine d'aller voter. S'ils ne vont plus voter, cela justifiera qu'on enlève aux États leurs dernières prérogatives. » Et comme justement, pour ce groupe de quelques centaines de hyper riches qui dirigent le monde, l'obstacle, c'est l'existence des États et du fait qu'ils ont encore quelques prérogatives autres que la DRH de leur propre pays, eh bien, cela tombe bien. Donc, pour se battre contre ça, il ne faut pas se prendre les pieds à l'intérieur. Si on dit la représentation c'est pourri parce que dès que quelqu'un nous représente, il nous trahit, alors on s'impuissante complètement, car on ne fera pas fonctionner un système de soviets. L'expérience a déjà été faite de la même façon que la France n'accepterait pas une politique basée sur celle qui a dominé les années d'occupation, parce que l'expérience a été faite. C'est le même problème. Donc il faut trouver du neuf tout en répondant aux problèmes posés par les uns et par les autres, c'est-à-dire par l'extrême droite et par les communistes. Merci à vous. Juste, quand même, moi je pense que le vrai problème de l'URSS, c'est pas d'avoir été trop soviétique, mais pas assez. Notamment parce que Lénine et Trotsky font non seulement fermer les soviets, mais en plus finissent par massacrer ceux qui demandent leur réouverture. Donc, mais voilà, c'est juste une toute petite réponse. Je veux juste quand même dire un mot pour répondre, parce que il y a eu des interpellations assez claires, mais je ne dis pas qu'il faut se débarrasser de la représentation, je dis qu'on ne peut pas se contenter de compter sur elle a priori, et que pour s'assurer que la représentation soit connectée au peuple, à ses attentes et à son intérêt général ou à son intérêt commun, eh bien, il faut mettre en place
un système vertueux. Ça peut commencer par le RIC. Moi, je ne crois pas que dans le cadre de la Ve République, on puisse intégrer le RIC comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Je pense que de toute façon, il y a un moment où il faut bien envisager que le système dans son ensemble soit repensé. Et c'est ce qui est en train de se passer avec les Gilets jaunes. Et moi, je parle de ça. Je parle de comment on rend la représentation connectée avec le peuple. Je ne parle pas de se débarrasser de la représentation. Mais voilà. Chez les Gilets jaunes, vous avez vu qu'ils refusent globalement la représentation. Oui. Alors Gilles, en fait, disait que les Gilets jaunes refusent globalement la représentation. Les Gilets jaunes se réfèrent à 2008 et 2005, à la trahison suprême, et je pense que là-dessus, on est à peu près tous d'accord. Désolé de vous couper tous les deux, Gilles et Manon, mais je comprends pourquoi ils le font, mais vous comprenez aussi que ça limite leur capacité.